tout le monde. Bienvenue à la conférence de Luca Merlini. Merci Luca d'avoir accepté notre invitation. On se réjouit beaucoup de vous écouter. Avant cela, je vais passer la parole à Elena Cogato-Lanza. Donc Elena, comme vous le savez, enseigne à l'EPFL la théorie du projet urbain et territorial. Et vous le savez peut-être pas, au moins, elle est aussi éditrice d'une collection d'architecture très intéressante. Elle est l'éditrice du livre de Luca Merlini, Le pays des maisons longues. Alors, Elena, je te souhaite aussi également la bienvenue. Si c'est la parole. Merci Cyril, bonsoir. J'ai donc le plaisir d'introduire la conférence de Luca Merlini. Et tout est né un jour où Luca Merlini envoie un message par mail à la maison d'édition Métis Press où il exprime son désir de publier quelque chose avec nous. Et par là même, il nous soumet une matière qui était en partie une matière de travail en cours et en partie sous forme de pièces plus accomplies. Ces messages, quand nous l'avons reçu, nous a suscité une certaine émotion parce qu'en effet, d'être contacté par un architecte écrivain qui a un parcours de création si personnel, si fascinant, je crois que ce n'est pas usuel, donc il y a une excitation à la maison d'édition. Je profite alors peut-être pour le public des étudiants qui ne connaissent peut-être pas Luca Merlini de donner quelques éléments biographiques totalement inutiles pour d'autres membres ici du public. Luca Merlini travaille à Paris et à New York avec Bernard Tchoumi, après avoir terminé ses études. De la complicité avec Bernard Tchoumi naît une aventure théorique extraordinaire qui est celle du Parc de la Villette. Ensuite, il devient architecte indépendant, il crée son propre atelier à Paris où il enseigne, il est professeur à l'école d'architecture de Malaquais et également il ouvre son atelier à Lausanne en association avec Emmanuel Ventura. À Merlini et Merlini Ventura, on doit les projets des 15 gares ferroviaires entre Lausanne et Genève et notamment ce que vous fréquentez pratiquement quotidiennement, la plateforme intermodale du Flon. Voici alors pour cette simple trajectoire. Alors, quand nous avons été contactés par Luca Merlini, nous avons vu tout de suite un interlocuteur idéal pour cette collection d'architecture et d'urbanisme qui met au centre vraiment de ses intérêts un thème, celui de l'association entre langages différents, le langage visuel, le langage verbal, donc les discours, les chiffres, et notamment qui se penche sur le fait que l'association entre les langages donne une capacité, une puissance de prise sur la réalité et sur les possibles également, qui est effectivement ce qui nous intéresse à nous dans cette collection, ce qui nous intéresse à nous dans les paysages de l'architecture et de l'urbanisme. Donc la conséquence du premier message de Luca Merlini a été ce livre pour lequel on a pris un énorme plaisir à le faire, un livre qui a une année de vie déjà. Et un livre duquel Luca Merlini vous parlera un petit peu, peut-être lors de cette conférence. Ce que moi je voudrais peut-être juste dire de ce livre, c'est évoquer une image qui est l'une des illustrations de ce livre, qui est celle-ci, et qui m'aide à dire quelque chose sur le contexte dans lequel s'est faite l'invitation à Luca Merlini ici. Donc le contexte de l'exposition sur Learning from Las Vegas
Et ces contextes dans lesquels vous avez bien vu une des perçues, vraiment une des hantises de Scott Brown et de Venturi, celle de trouver une réponse à une question: qu'est-ce que être contemporain? Qu'est-ce qu'être architecte contemporain, certainement, mais qu'est-ce qu'être contemporain au sens plus fondamental de la question? Et c'est une question à laquelle on peut donner des réponses, disons, celle peut-être de Venturi, Scott Brown, mais celle d'être contemporain, c'est métaboliser les matériaux de la réalité contemporaine, les faire entrer dans les projets, métaboliser les usages contemporains. Luca Merlini, je crois, il est quand même traversé par cette question, qu'est-ce qu'être contemporain? Et sa réponse est peut-être légèrement différente, et Bosch aide à donner une réponse un peu différente. Et je me permets de citer une partie du texte. Luca Merlini écrit: enfant, je voulais devenir Jérôme Bosch. Plus tard, je suis devenu architecte. Et plus loin, il écrit: avec le temps, une conviction s'est imposée. Autant je croyais autrefois que les jardins des délices étaient une invention, autant il me semble maintenant devenu réaliste, dans la mesure où l'amoncellement, paradoxalement confus et précis à la fois, des sentiments, des corps et des choses, est notre environnement naturel actuel. Alors, dans ces passages, c'est le mot « invention » que je voudrais souligner. C'est demander comment être contemporain, revient aussi alors à se demander quelle stratégie mettre en place pour penser et dessiner l'impensable. Et dans les années 80, les années Villette, disons, les années des affectations et réaffectations, cette question, qu'est-ce qu'être contemporain, était la question comment être aussi inventif que la réalité elle-même l'est souvent. Donc, Bosch, réélu par Luca Merlini, aide à répondre à cette question, donc pas tellement peut-être sur la direction de la métabolisation des matériaux du présent, mais davantage dans quoi? Être contemporain à travers un exercice exact de l'art combinatoire et être contemporaine par l'évolution dans un registre de fiction, une fiction hallucinée parfois, doucement hallucinée. Alors, peut-être que ce soir, on aura encore d'autres éléments de réponse à cette question. Qu'est-ce qu'être contemporain? Alors, nous aurons le plaisir de t'écouter. Bonsoir. Merci à Elena pour cette très belle introduction. Je vais essayer d'être à la hauteur de cette contemporanéité. Merci aussi à l'Archizoom de cette invitation qui se passe en fait dans le cadre du Las Vegas Studio. Alors, ma première tâche a été de dire mais quel est le lien entre Venturi et moi et le livre et autres. Et effectivement, il y a peut-être quelque chose dans le livre. Un petit texte d'un des épisodes de ce livre duquel je vous donnerai quelques informations tout à l'heure, qui s'appelle « Venturi, Bach et la pianiste ». Petit texte suivant. Venturi aimerait la maison de la pianiste pour la démonstration théorique qu'il pourrait en faire, en gare au canard. Mais la pianiste n'a jamais lu Learning from Las Vegas, ni jamais joué dans les bars et casinos du Strip. Elle joue Bach et ne pas connaître Venturi la laisse dans une indifférence heureuse. Elle connaît uniquement ceux qui sont à son image, ceux qui ont toujours un piano comme une peau entre eux et le monde. Sa maison est la peau de cette peau. Donc, le hasard qui m'a amené à être invité dans ce cadre de ce studio, Las Vegas Studio, peut-être n'est pas. Il y a un petit point quelque part où les choses se raccrochent. Deux mots sur effectivement ce livre, donc Le pays des maisons longues et autres trajectoires. Cet extrait, cette image est extrait effectivement de cet épisode
qui a référence à Jérôme Bosch, qui s'appelle RHB, Revisiting Hieronymus Bosch, ou bien RHB comme Rassemblement d'habitants banals. Et c'est l'histoire, j'ai toujours été fasciné par ce tableau, dans le sens que quand on regarde les tableaux de Jérôme Bosch, il y a une multitude de personnages, et chaque personnage est caractérisé par quelque chose. Il est à la fois unique dans son monde, isolé dans son monde, et il fait partie d'un ensemble. Et ce monde, cet ensemble, a une certaine cohérence. Et pour moi, cette question-là de la singularité et la question de la pluralité, qui est celle de la ville, m'a intéressé. Je me suis dit, si on faisait un projet comme à la méthode Bosch. J'ai donc choisi 12 personnages, j'aurais pu en choisir 100 ou 150 ou 1000. 12, c'est uniquement pour faire un essai. Et chacun de ces personnages, que vous voyez ici, il y a un dessin, il y a un petit texte. Et la pianiste, vous la trouvez, elle est ici. Il y a l'homme à tout faire, il y a l'inconnu, le sniper, le pêcheur, Monsieur Xerox, etc. Et chacun a une petite histoire, et chacun a sa particularité. Et ce qui est intéressant, c'est comment toutes ces singularités, au moment où on va les assembler, vont s'échanger, vont se combattre peut-être, la ville étant peut-être un lieu, effectivement, un peu d'échange et un peu de guerre, et autres. Et chaque maison, alors j'ai pris comme prétexte une ville un peu, ou deux villes un peu théoriques, New York et Los Angeles, une par sa grille, l'autre peut-être par son caractère individuel, et j'ai dessiné cette ville parcellisée, toute une série de parcelles dans laquelle chacun a une maison, et chaque maison au départ a exactement les mêmes règles formelles. Et après, en fonction du scénario de chaque personnage, de cette particularité, chacune de ces parcelles a une, pardon, je me trompe de bouton entre le pointeur, voilà, et a des règles d'intervention différentes. Encercler, ajouter, supprimer, s'enfermer et autres. Et à la fin, les 12 personnages, avec 12 images parfaitement identiques au départ, deviennent une ville qui peut, les 12 maisons deviennent celles-ci, où on ne reconnaît absolument plus peut-être le module de base, mais dans lequel tout à coup il y a une espèce effectivement de jeu d'échange entre les choses, des limites, on transgresse des parcelles, on essaye d'envahir l'autre, mais celui qu'on envahit revient vers soi-même. Et c'est là que peut-être on revient vers l'ensemble de ce livre, Les Maisons Longues et les autres trajectoires, dans le sens que chacun de ces épisodes de ce livre est basé sur une trajectoire, un déplacement, un mouvement dans le projet. Et ici, c'est le mouvement. On pourrait dire que chacun se déplace à l'intérieur d'un lieu fermé, mais ce lieu fermé, il se croise, il se superpose avec le lieu fermé de l'autre. Et c'est là que tout à coup ça devient intéressant. Qu'est-ce qui se passe effectivement dans ce lieu d'échange, dans ce lieu de discussion, de négociation, de transformation et autres. Et peut-être que la ville, elle est beaucoup dans cette question-là. Alors, après, ça a donné lieu au livre. Vous voyez ici la couverture, Le pays des maisons longues et autres. Et ceci nous ramène peut-être de nouveau l'ensemble. Alors, ce trajectoire nous ramène la question de la trajectoire. Pour moi, elle est importante, effectivement, parce que c'est à travers cela qu'effectivement, on va approcher le projet de différentes manières. Alors, il y a 6 trajectoires. Il y a la circuit, la plus rassurante, pour aller peut-être vers une trajectoire la plus aléatoire possible, celle où on se perd, où on ne sait pas où on va. À travers ça, il y a 5 étapes ou 6 étapes de trajectoire. Paul Virilio, qui m'a fait le plaisir de faire une petite préface pour ce livre, m'a écrit dans une lettre, tu le sais, il me semble que la trajectographie va très bientôt succéder à l'antique géographie. Voilà. Et peut-être que c'est un peu dans cet esprit-là qu'il faut lire aussi ce livre. Alors, une des autres trajectoires, et c'est elle qui nous ramène à Venturi et Scott Brown, c'est le dernier épisode qui s'appelle « Je ne suis jamais allé à ». Je ne suis jamais allé à Los Angeles, je ne suis jamais allé à
Paris, je ne suis jamais allé à Berlin. Évidemment, des lieux où en général je suis allé, mais qui est une manière peut-être dans une forme de faux carnet de voyage d'essayer de dessiner et de comprendre certaines villes. Et en relisant Learning from Las Vegas, dans le cadre de cette conférence, j'ai trouvé cette phrase de Venturi: « Le Los Angeles archétypique sera notre Rome et Las Vegas notre Florence. » Et je me suis dit que d'une certaine manière, à la fois Venturi et Scott Brown ne sont jamais allés à Los Angeles et ne sont jamais allés à Las Vegas. Alors, le texte qui correspond à Los Angeles, je vais vous le lire, et après j'ai inventé un texte dans le cadre de cette conférence, j'ai inventé un texte pour Las Vegas, parce qu'en fait, Venturi et Scott Brown ont fait le dessin, et à chaque fois un dessin et un texte, ont fait le dessin pour Las Vegas. Je ne suis jamais allé à Los Angeles. J'ai lu dans les livres qu'à L.A., il y a des maisons extraordinaires, construites par des maîtres de l'ombre et du déséquilibre parfait. Mais lorsque je ne suis pas allé à L.A., j'ai vu que l'architecture est sans importance. L.A. est surtout et uniquement une ville sans fin. Même si chacun y rêve de trouver sa fin au bout d'une route privée, dans une maison extraordinaire construite par un maître de l'ombre et du déséquilibre parfait. Même si chacun se rêve en ange du Pacifique, comme si les anges de L.A. n'étaient pas là principalement pour être leurs propres gardiens. Aux dernières nouvelles, L.A. reste une ville où rien ne finit jamais, y compris les kilomètres, les rêves, le Pacifique, les collines et les ombres. En 1978, dans le cadre d'un travail important qui avait été lancé, une espèce d'étude théorique collective à plusieurs architectes dans lequel intervenaient Aldo Rossi, James Stirling, etc., et autres, Grabach et autres, qui s'appelait Roma Interrotta, qui était une manière de reprendre, de retravailler sur le plan Noli de 1748. Venturi et Scott Brown avaient fait ce collage qui, on pourrait dire d'une certaine manière, ils ne sont jamais allés à Las Vegas et ils ont fait ce dessin. Et ils pourraient avoir écrit ce texte que j'ai écrit à leur place, dans une certaine immodestie. Lorsque je ne suis pas allé à Las Vegas, j'ai cru que j'oublierais définitivement tout de Rome où j'avais fait mes études. Pourtant, ce fut comme si je m'étais retrouvé à Rome. Je remontais inlassablement le Strip comme j'avais remonté la Via Appia. J'errais dans les casinos comme j'avais erré dans le baroquisme, avec le regard d'un analyste désabusé de trop-plein. En effet, si l'on fuyait Las Vegas, c'était pour finir desséché dans le désert de Mojave en pensant à la beauté ombragée du plan de Noli. Si l'on fuyait Rome, c'était pour s'enfoncer dans les noirceurs pyrénésiennes en pensant à la douceur des piscines remplies de dollars, comme chez l'oncle Picsou. La seule fuite pour être vraiment ailleurs fut donc d'écrire des livres de théorie architecturale pour démontrer que Las Vegas et Rome sont deux formes pour la même ville. La morale de l'histoire, c'est que je pense que Venturi et Scott Brown sont restés prisonniers de Rome. Ils ont toujours travaillé, même en travaillant sur Las Vegas, ils ont travaillé sur Rome. Et ces prisonniers de Rome, finalement, ce ne sont pas les seuls. Je pense que Rome est une compression du monde, et je vais vous raconter une histoire, une fiction, puisqu'il y a deux fictions qui sont annoncées, une fiction, peut-être pour expliquer ou essayer de comprendre pourquoi Rome a ce caractère un peu de compression du monde. Pour ça, je passe par le photoroman, une série de collages, parce que l'art du photoroman, c'est un art populaire qui aborde des questions éternelles, comme la ville de Rome. Question éternelle, c'est l'amour, c'est tu m'aimes, je t'aime, je te quitte, etc. et autres. Et tout ça fait d'une manière extrêmement désuète, extrêmement, je dirais, un peu ridicule aussi ou dérisoire, effectivement. Et c'est un peu cette confrontation qui est peut-être assez à l'image un peu truculente de Rome que je vais vous raconter, effectivement, peut-être cette espèce de compression de Rome comme expression du monde. En effet, Rome, à mon avis, a inventé quelque chose, ce que j'appelle les machines exagérées. Rome a toujours été confrontée à des formes de densité extrême. La population, la diversité des populations, la densité des divertissements, la densité
des émiettements du pouvoir, la densité des pouvoirs, la densité des suburbs. Et de ce fait-là, ils ont inventé des réponses architecturales. Ils ont inventé le grand stade, le Colisée, pour le divertissement. Ils ont, à travers les termes, inventé l'hypermarché et le wellness. Ils ont inventé la ville de carton à travers Cinecittà. Ils ont inventé les infrastructures les plus extraordinaires, etc. Et d'une certaine manière, tout le monde, et c'est l'histoire de Rome, on allait faire le grand tour, on allait apprendre à Rome, dessiner Rome, etc., avant de revenir construire. Rome s'est étendue dans le monde entier. Et on a exporté Rome, mais on a aussi, finalement, et une partie de l'architecture américaine le montre, hein, on a imité Rome en Amérique et partout, et dans bien d'autres endroits. Et un de ces trous, alors moi je vais vous parler d'un de ces trous, de ces machines exagérées, mais une machine exagérée récente, enfin des années 70, c'est le kilométrique Corviale. Le kilométrique Corviale, c'est donc un bâtiment construit, qui a 1 kilomètre de long, construit ici, Rome, son périphérique, le Grande Raccordo Anulare, et d'une certaine manière, il y a presque une intention dans le Corviale, c'était presque de construire un bâtiment qui pourrait faire le tour complet de Rome, comme l'a été à un moment donné le mur d'Aurélien et autres, etc., qui était un mur et qui est devenu un mur habité, des choses comme ça et autres, et d'une certaine manière, il y a une espèce d'invention là aussi, de comment on peut fabriquer une espèce de densité en 1970. Le Corviale, c'est une œuvre donc, construite sous la direction de Mario Fiorentino. C'est quelque chose d'assez paradoxal. C'est une architecture, en fait, très brutale et assez raffinée. C'est inhumain et en même temps, c'est porteur d'une forme de générosité. C'est raté et même dans cette désolant dans son non-entretien et autres, etc. Mais effectivement, elle est porteuse, ou elle a été porteuse d'un certain nombre d'espoirs. Et c'est ces contradictions-là qui m'intéressent. Et c'est là que commence peut-être ma fiction, c'est qu'on pourrait dire qu'à un moment donné, des nageurs ont été fatigués, les nageurs de Koulas ont été fatigués de traverser l'Atlantique pour porter Moscou à New York ou pour porter Rome à New York, et que finalement ils ont dit on va construire Rome à Rome, et ils ont nagé plus loin. Et ils ont nagé vers la banlieue de Rome, là où on pouvait voir ce fameux bâtiment, ce qu'on appelle le Colisée carré. Et c'est là, ils ont dit, c'est là qu'on allait construire un bâtiment, et un bâtiment qui allait contenir tout Rome. D'une certaine manière, ils ont voulu reproduire, c'est paradoxal à le dire, mais ils ont voulu reproduire peut-être le plan Noli, la continuité de l'espace, l'enfilade qui s'agrandit, que s'y dilate et autres, dans cette inimaginable, incroyable portique d'1 kilomètre de long. Ils ont fait un lieu monumental qui est devenu un signal, comme on pourrait le visiter dans ce fameux film qui s'appelle Audrey Hepburn, princesse séduite par un Romain, fait le tour de Rome. Et on pourrait faire le tour du Corviale. On pourrait, il y a des endroits, des cours intérieures, si exiguës, si étroites, qu'on pourrait dire que seul Borromini, qui avait l'art de construire dans des endroits impossibles, des choses d'une beauté extraordinaire, qui a vraiment cet art-là, finalement, comme à San Carlo delle Quattro Fontane, d'aller se situer dans des espaces comme ça. Eh bien, on dit, finalement, ils ont inventé le Corviale pour que Borromini revienne. Ils ont inventé une espèce de ville de carton où la cascade des escaliers remplace la cascade de la fontaine de Trévi, et Annika Berg qui appelle Marcello,
mais en dessous, on découvre qu'il y a une espèce d'hommage à un Giorgetto qui a dû mourir là, et on est dans cette sombre horreur, finalement, de ces contrastes. Finalement, les gens qui habitent là deviennent les prisonniers, ils sont comme des statues, ils regardent peut-être cette limite, ce hors-Rome que tout à coup ils se découvrent qu'ils voudraient quitter. Et la seule image qui n'est pas un collage, ils s'en font appel en mettant des drapeaux, ils font des appels aux penseurs de la ville. Oma, Oma, Oma. Les spécialistes du football auront compris que ce sont les maillots de la Roma. Et d'une certaine manière, tous les penseurs de la ville sont un peu désarçonnés face à cela. Noli, parce que son plan, à la fois il le reconnaît, il ne le reconnaît pas. Rem Koolhaas, parce que c'est peut-être quelqu'un qui a le regard le plus pointu sur la ville aujourd'hui. Le groupe Stoker, ces jeunes architectes, moins jeunes aujourd'hui, mais ces jeunes architectes romains qui avaient dessiné le contre-plan de Noli, le contre-plan de Noli ici, c'est-à-dire ils en avaient dessiné tous les vides, ce qui est bleu ici, qui est la ville peut-être contemporaine, et Totti, parce qu'il marque des buts avec tout ce qu'il trouve. Alors, être penseur de la ville est un métier dangereux. Le peuple ne pardonne pas. Il réclame, comme il réclamait la mort des gladiateurs, il réclame la mort des penseurs de ville. Mais quelqu'un, on ne sait pas si c'est un habitant ou si c'est un des penseurs de la ville, réussit à s'échapper. Quelques images extraites du film de Nanni Moretti, de son journal intime. La fuite vers Ostie. Mais à Ostie, la cavale s'arrête et les hommes libres, comme Pasolini, meurent. Tout ça finit près d'une plage un peu maudite. Et je me suis dit que je ne suis jamais allé à Rome. Lorsque je suis allé au Corviale, j'ai eu beaucoup de difficultés. J'étais énormément déstabilisé sur, effectivement, qu'est-ce que c'est que la ville contemporaine ? Qu'est-ce que c'est que la ville contemporaine ? Comment on peut la faire ? Comment on peut la penser ? Et je vous montre peut-être de nouveau un dessin qui vient du livre, d'un autre épisode, qui s'appelle « La ville qui rétrécit ». Il y a une seule image ici, et ce petit texte qui l'accompagne. L'autre jour, dans un restaurant d'une ville dont je tairai le nom, notre dîner fut dérangé par des phrases échappées d'une discussion entre urbanistes. Des mots traversaient la salle. Randstadt, Zwischenstadt, Mégalopole, Città diffusa, Suburbia, Shrinking City, Archipelago, Hyperville, Città Manga, Edge City. J'entendais des mots à la fois inquiets et gourmands sur le devenir de la ville qui semblaient laisser entendre que, comme les navigateurs d'il y a 500 ans, chacun se retrouvait devant une terra incognita qui avait pour nom ville. Mais, à cet instant précis, la seule chose qui me préoccupait était la forme que pourrait prendre l'espace dans lequel m'emprisonnait Miss Multiple. Dilaté, en expansion, rétréci, multiple, entre deux, global. Les mots de l'amour résonnaient diablement urbains. Cette fiction, sur Rome, traite d'habitants qui sont involontairement prisonniers d'une ligne épaisse. La seconde fiction, qui va commencer, va traiter d'habitants qui sont les prisonniers volontaires d'une autre strip. Je commence par donner une citation, extrait d'un livre « Enfants sans enfants » de l'écrivain barcelonais Vila Matas. Je me souviens que, de tous les enfants de la bande du quartier, j'étais le seul à voir la télévision et que ce jour-là, je suis sorti comme une flèche du salon et dévalant 4 à 4 les marches de l'escalier, arrivé dans la rue, je suis allé au bar où nous jouions au baby-foot et où j'ai crié à la cantonade qu'on avait tué John Kennedy. Très exalté, j'ai crié plusieurs fois « On a tué Kennedy, on a tué Kennedy !»
et je me souviens que le chef de la bande, toujours impassible, m'a dit « Ah ». Dans le journal de Kafka, au 2 août 1914, il écrit « L'Allemagne a déclaré la guerre à la Russie. Cet après-midi, je suis allé à la piscine. » Ces deux citations, à mon avis, symbolisent l'indifférence entre deux événements. Le Sdouf Hotel, c'est un peu cela, la construction de l'indifférence, celle que l'on peut construire entre un dedans et un dehors. Le Sdouf Hotel, acronyme de Some Days Out of Fear, quelques jours sans peur, est un projet fictionnel d'aménagement du territoire né de la rencontre de deux économies, celle de la peur, d'une part, et celle du loisir, d'autre part. Cet hôtel est une infrastructure où l'on s'enferme pour être à l'abri et où on est enfermé pour avoir du temps libre. Il se base sur un possible syllogisme qui pourrait s'exprimer de la manière suivante. La peur porte à élever des murs de protection. Élever des murs enrichit celui qui les construit. La peur enrichit le constructeur de murs. De quoi a-t-on peur? De tout. Du terroriste, du possible terroriste, du différent, du pauvre, du clandestin, de celui qui dit non, de la vieillesse, du virus, des porteurs de virus, de l'État et du non-État, de la grève, des marées noires, de la fin du pétrole, de la fin des ressources énergétiques, de la fin d'un disque dur, de la fin du travail, et bien sûr, on a peur de passer de mauvaises vacances. Tout, finalement, est matière à peur, d'où l'on peut tirer la considération suivante. La lutte contre la peur génère des activités de surveillance et protection, donc activité économique. Cette économie est visible dans l'équipement de territoires à toutes les échelles. L'échelle de l'objet, caméra, banc, anti-SDF, comme à l'échelle de la grande infrastructure, frontières, palissades, digues à l'instar du projet Mosée à Venise, etc. L'économie de la peur est aussi productrice de territoires mentaux, d'idéalités protectrices. On sait combien les collèges suisses ont profité des années de plomb italiennes, ou combien les gated communities, avant d'être des lieux construits, sont une très vieille idée, éloigner ou exploiter celui qui ne nous ressemble pas. La peur, ou plutôt la contre-peur, étant un produit qui fait vendre, le marché des lieux sécurisés, le marché qu'elle représente est facteur de croissance économique. Pour valoriser à l'extrême des lieux sécurisés, afin qu'ils deviennent ici des refuges désirables, il faut fabriquer là des peurs, justifiées ou non, et étendre leur emprise. L'invention de la peur justifie l'érection d'une protection. Pour sa conception, le Sdouf Hotel n'invente rien. Il utilise ou réutilise, comme on le verra plus loin, des pratiques connues et déjà démontrées. Celles du domaine du lieu fermé comme loisir, par exemple la croisière ou le club de vacances. Celles de l'infrastructure linéaire en site propre, comme l'autoroute ou la muraille de Chine. Celles de la dissimulation, du camouflage et du faux, comme les parcs d'attraction ou les bunkers du Rédu 6. Celles de mise à l'épreuve ou de limitation d'expériences extrêmes, à l'image de la longue marche vers Saint-Jacques-de-Compostelle, ou des safaris, des trekkings ou des avatars de guerre, par exemple les batailles de paintball. Celle de la monumentalisation et sanctuarisation de la ségrégation, comme le représentent certaines frontières artificielles, le mur de Berlin ou le mur entre Israël et Palestine, mais aussi certaines frontières naturelles comme la Manche et la Méditerranée. Enfin, celle de quelques projets imaginaires d'enfermement qui traversent l'histoire de l'architecture et de l'urbanisme, dont Utopia de Thomas More, 1516, le plan au but de Le Corbusier, 1930-32, le monument continu de Superstudio, les années 70, Exodus de Koulas et Zengelis, 72, Costa Ibérica de MVRDV, 2000, The Park de Bruce Bégou, en 2010. Si le Sdouf Hotel emprunte à tous ces exemples, c'est parce qu'il veut accumuler à l'extrême toutes les situations. Il finit par devenir comme une autoroute du loisir et des vacances rêvées, à la différence près qu'au lieu d'être un ruban noir pour courir le plus vite vers quelque part, avec les dangers que cela comporte, il prend le rôle même d'espace du loisir, où l'on se déplace tranquillement en vacancier, protégé de tous les dangers extérieurs. Le déplacement, y compris, y devient temps et lieu de vacances.
C'est quoi un lieu de vacances? Quel que soit le type de vacances que l'on s'est choisi, l'espace où on les passe est toujours un lieu limité. Cela est valable pour les vacances en un lieu spécifique constitué de plages ou de pistes de ski et alimenté de bars et boîtes de nuit, comme pour les vacances en tour organisé avec sa succession de villes ou de paysages, accompagnés d'activités culturelles ou de délassement. Cela est toujours valable pour les vacances du genre effort extrême, avec grande traversée de paysages et glorification de la sueur. D'une manière générale, on sait que les touristes de masse, pour la plupart, ne regardent que ce qu'on leur demande de regarder. En réalité, il s'agit de leur créer l'illusion de l'immensité des vues, l'immensité de l'histoire, l'immensité de l'art ou de la culture, en opposition à l'étroitesse du quotidien, tout en les maintenant dans un territoire réduit et maîtrisable. Un territoire réduit et maîtrisable, cela peut être un lieu géographique comme une île ou un minibus 4x4 lors d'un safari, mais cela peut aussi être une mise en situation. Par exemple, comme le sont les audio-guides mis à disposition dans les expositions, qui pointent exactement, comme un ordre, ce qu'il faut comprendre d'une œuvre, au détriment parfois de l'aventure personnelle que l'on pourrait avoir vis-à-vis de cette œuvre. Un territoire réduit et maîtrisable, cela est en réalité facile à mettre en place sans avoir l'air d'y toucher, lorsqu'on sait manipuler la conception des limites. Comment arrêter le corps et laisser passer le regard, en jouant de plans rapprochés comme obstacles et des plans lointains comme horizon. Ce principe est illustré ici par une randonnée dans le massif du Mont Blanc. L'espace véritablement accessible se déroule dans une bande de quelques dizaines de mètres de largeur, délimitée par des forêts denses et pentues. Alors que le paysage, lui, il semble infini. L'horizon est loin et commercialement désirable. On peut voir que ce parcours contrôlé est par ailleurs parsemé d'objets manufacturés. Comme la fausse immensité de la nature, cela est rassurant de percevoir les traces de la présence humaine sous forme d'objets d'apparence familière, comme des canons à neige ou des mâts d'éclairage. Objets qui pourraient être là comme caméras de surveillance ou postes de contrôle. Le principe des vacances, c'est donc de s'enfermer dans une prison dont l'exotisme principal est de ne pas en avoir l'air d'en être une. Mais cette fausse vraie prison est un bouillon de culture de danger imminent, à commencer par le moyen de s'y rendre. Au risque du déplacement, l'accident, l'attentat, les grèves, ça en ajoute d'autres. Les risques liés aux lieux trop fréquentés, attentats, ne rien voir, ne pas se reposer comme on l'avait prévu. Les risques liés au dépaysement, la tourista, ou autres virus, inadaptation aux us et coutumes. Les risques à pas de chance, être là quand ça saute, quand il pleut, quand la terre tremble, avoir un voisin de bungalow insupportable. Le Zdoof Hotel est conçu pour supprimer ces dangers. Idéalement tous, en réalité seulement la majeure partie. À l'impossible, nul n'est tenu. Je vais vous maintenant décrire physiquement en 11 planches ce Zdoof Hotel. Le Zdoof Hotel est géré par une compagnie d'investissement spécialiste du loisir, la Locus Solus. Solus pour Société d'organisation de loisirs universelle et sécurisée. Même si le grand libéralisme sécuritaire n'a pas la réputation d'être très cultivé, il sait être sardonique. Le clin d'œil au livre de Raymond Roussel n'est certainement pas tout à fait casuel. Planche 1, ligne nord-sud. Vous voyez un morceau du Tessin, du sud du Tessin. Le lac de Lugano, la frontière, la frontière elle passe par là, l'autoroute, le chemin de fer et la ligne du Zdoof Hotel. Donc il y a à la fois des infrastructures qui réunissent le chemin de fer et l'autoroute, et il y a des infrastructures qui séparent la frontière entre la Suisse et l'Europe. Et il y a l'infrastructure du Zdoof Hotel qui se glisse dans la topographie pour aller d'un point digne d'intérêt à un autre point digne d'intérêt, pour reprendre une terminologie qu'on trouve dans les guides touristiques. En effet, à l'échelle de sa conception territoriale, le Zdoof Hotel reprend les principes d'autres infrastructures linéaires connues.
site propre et protégé, défini par des règles données de besoins fonctionnels. Dans sa traversée de la géographie, le Sdouf-Hotel est à l'image d'une grande autoroute, dont toutefois les critères du tracé ne seraient pas la question de la vitesse ou des liaisons interurbaines, mais la recherche de points de vue ou l'alternance de programmes de loisirs, plages, lieux de culture, randonnées, etc. Le Sdouf-Hotel est le jeu savant, correct et magnifique des plaisirs assemblés sous la lumière, pour paraphraser avec respectueuse provocation celui qui en fait une micro-anticipation sur un toit de Marseille. Planche 2. Typologie du Sdouf-Hotel. Le Sdouf-Hotel se présente comme une incrustation dans le paysage, au sens que ce terme a dans l'ébénisterie ou le cinéma. Il est à la fois continuité et rupture. Continuité en reproduisant et utilisant les caractéristiques du paysage qu'il traverse. Rupture parce qu'en tant que couloir fermé, il agit comme une rivière, élément à la logique propre entre deux rives. Le Sdouf-Hotel se transforme en se déployant dans le territoire. Il est couloir agricole dans la campagne, viticole dans les vignes, rocailleux dans les montagnes, balnéaire en bord de lac ou de mer, couloir urbain lorsqu'il traverse les villes, en marquant toutefois de légères différences avec la réalité qui l'entoure. Il est plus propre que la vraie campagne, il est préservé des sangliers en forêt et des pickpockets ou vendeurs à la sauvette en ville. Il est équipé de tout ce qui est nécessaire ou ce que l'on croit indispensable. Cabine WC auto-nettoyante camouflée en rocher, borne Wi-Fi, distributeur d'eau potable ou de barres énergétiques, voire même de billets de loto qui se révèlent toujours gagnants de petites sommes. Le Sdouf-Hotel est un espace qui se veut à l'abri de tous les dangers. Ses frontières sont donc des boucliers, elles se déguisent dans la topographie ou dans les constructions. Elles utilisent des subterfuges d'aménagement, du genre petites collines, beaux murs, escarpements, etc., pour faire disparaître de l'intérieur en tout cas, l'idée d'un mur infranchissable, même si celui-ci est ponctuellement mis en scène pour rappeler, ne serait-ce qu'un instant, que le Sdouf-Hotel offre la tranquillité en réponse au désordre environnant. Une voie souterraine, technique et contrôlée, qu'on voit ici, en fait, on voit ici les différentes séquences, campagne, ville, montagne, bord de mer, avec effectivement les éléments. Il y a un circuit est maîtrisé en ville pour que le Sdouf-Hotel ne se déroule que dans une certaine partie. Le bâtiment fait limite. Ici, c'est des différences de niveau qui font limite, etc. Donc une voie souterraine technique contrôlée suit son tracé, assurant toutes les fonctions logistiques nécessaires à son fonctionnement. Livraison en tout genre, transport des bagages des pensionnaires et éventuellement zone de repli en cas de danger. Planche 3. Un séjour dans le Sdouf-Hotel. Le Sdouf-Hotel propose des vacances sur le modèle du pèlerinage à Saint-Jacques-de-Compostelle, à la variante près que l'objectif n'est pas d'arriver quelque part, mais de traverser au fil du parcours des activités, des divertissements ou des ambiances qui semblent toujours se présenter au bon moment comme si le hasard faisait bien les choses. En réalité, la locus solus, propriétaire des lieux, organise l'emploi du temps avec un grand savoir-faire, alternant déplacements soi-disant aventureux, soirées conviviales et activités ciblées. Dans le couloir qu'est le Sdouf-Hotel se succèdent donc de possibles journées dans la forêt, des journées nostalgie en tout genre, nostalgie, vieille France, 60s revival, des journées visites de ville et ainsi de suite. Le Sdouf-Hotel est en réalité un pèlerinage à travers nos fictions paresseuses, à l'abri du désordre. Il est un aller pour lequel il n'est pas prévu de retour, comme si le prix à payer pour la sécurité totale du loisir était légitimement d'affronter tous les dangers pour revenir chez soi, à moins bien sûr de prendre un autre Sdouf-Hotel qui remonte vers là d'où on est venu, mais ceci est une autre histoire. L'accès au Sdouf-Hotel. L'un des premiers et importants dangers qui menacent tout touriste se situe lors du trajet qui doit le mener sur son lieu de vacances. Grève, bouchons, ou plus grave, accidents, attentats. On sait combien aujourd'hui un déplacement massif en avion est dévoreur d'énergie, de temps et d'argent. Le Sdouf-Hotel règle donc le problème en réduisant au maximum ce trajet. Son tracé va chercher des points d'accès très proches de centres urbains ou lieux névralgiques. On peut ainsi pénétrer directement de là où on habite, depuis une station de métro, depuis le parking d'un hypermarché. L'accès lui-même se fait par un tunnel sécurisé, après fouille complète corporelle et contrôle médical.
Les bagages, dont le contenu est bien sûr vérifié, sont embarqués par le personnel et sont transportés par la voie technique vers les lieux d'hébergement prévus. Une fois le sas tunnel franchi, le touriste est en sécurité totale. Là, derrière, il y a le Sdoufe Hotel. La tranquille traversée. Si de l'intérieur du Sdoufe Hotel, on a parfois quelques aperçus du paysage extérieur, on reste coupé de celui-ci. En fait, le touriste ne sait pas qu'il est dans un intérieur, donc ignore qu'il y a un extérieur. La quotidienneté de ce qui se passe, qu'elle soit douce ou brutale, ne le concerne pas. Le pensionnaire du Sdoufe Hotel traverse en ange insouciant l'inquiétude généralisée d'un monde de guingois qui ne se déroule pas sous ses yeux. La Locus Solus prévoit toutefois quelques épisodes touristiques dans lesquels la réalité extérieure se montre. Il s'agit là une manière de rappeler que les tarifs pratiqués par la Locus Solus sont en parfaite adéquation avec ce qui est offert en échange, la tranquillité insouciante. En tant que couloir qui coupe le territoire en deux, le Sdoufe Hotel prévoit des mesures pour maintenir les équilibres écologiques, social, politiques de l'espace traversé. Le Sdoufe Hotel est un trait neutre et indifférent. Il se protège et protège, mais ne se mêle pas de son environnement. Pour ce faire, et à l'image des grandes infrastructures comme les autoroutes, il prévoit des dispositifs de perméabilité pour que les deux côtés puissent maintenir les équilibres existants. Tunnels ou ponts permettent de passer d'une rive à l'autre. Ainsi, lorsque le Sdoufe Hotel se glisse dans une ville, des dispositifs tridimensionnels que les utilisateurs ne perçoivent pas, forcément comme tels, connectent les quartiers extérieurs entre eux. On trouve aussi des tunnels à animaux, comme dans les autoroutes, ainsi que cynisme suprême, la stratégie de l'évitement et du lissage du monde, des tunnels indésirables, comme les clandestins, qui transpercent de manière invisible le Sdoufe Hotel. Le point faible de tout système sécuritaire que représente le Sdoufe Hotel est l'air. Les attaques venant du ciel sont difficilement évitables, à moins d'enterrer intégralement l'équipement. Certains modèles entièrement en ambiance artificielle sont à l'étude par les bureaux techniques de la Locus Solus. Mais l'esprit d'une telle artificialisation n'est pas encore tout à fait au goût des publics cibles. Alors, en attente de telles éventuelles solutions radicales, les dispositifs restent du domaine d'un camouflage quelque peu bricolé. Des filets anti-pigeons empêchent le parachutage ou le jet d'objets hostiles ou de faux nuages flottants au-dessus du Sdoufe Hotel, portant des veilleurs armés masqués. Voilà. Le filet anti-pigeons, les faux nuages. Par temps de pluie, puisque la pluie fait partie de ces éléments venus du ciel qui ne peuvent cacher un séjour de vacances, ces faux nuages se densifient au-dessus du Sdoufe Hotel de manière à constituer un grand abri céleste contre l'intempérie. Le passage du Cervin. Dans toute offre touristique, il y a des incontournables. La visite de quelques pièces maîtresses comme la Joconde à Paris, le Cervin à Zermatt ou les chutes du Niagara. Le Sdoufe Hotel définit son tracé en fonction de certains de ces incontournables, les privatisant de fait, puisque retirant leur accessibilité du monde extérieur. Afin de protéger les visiteurs d'une attaque aérienne, ces monuments sont souvent à l'air libre. Des stations d'observation et de tir sont habilement glissées dans le paysage. Mode d'emploi du Sdoufe Hotel. Dans cette vue à vol d'oiseau, cette planche résume quelques-unes de ses caractéristiques fonctionnelles et formelles. L'accès depuis les infrastructures de mobilité existantes et le sas du tunnel qui les relie au Sdoufe Hotel, parking, autoroute, train, gare, comme les petites gares qu'on a fait entre Genève et Lausanne, et hop, ça passe dessous et ça permet d'aller dans le Sdoufe. L'incrustation de l'équipement dans le paysage existant, englobant certaines des caractéristiques de celui-ci, comme les collines. Il y a une colline dans le Sdoufe, il y a une colline hors du Sdoufe. Les dispositifs de perméabilité, tunnels ferroviaires, passages animaux, ponts autoroutiers entre les deux rives du Sdoufe Hotel, habilement déguisés soit dans la topographie, soit dans un bâtiment dont l'occupant ignore la seconde fonction. Par exemple, la route passe au-dessus, ça devient un hôtel. Quand on entre dans l'hôtel, on ne sait pas qu'il y a une route qui passe au-dessus. Le chemin des pèlerins touristes, attendu par un hôtel en fin de chaque étape. Et avant,
commence, on dort ici, on continue, etc., ignorant dans quel extérieur on se situe. Quelques situations. On rencontre dans le Sdouf Hotel des situations soigneusement construites pour remplir la vie des pèlerins de ces petites choses inutiles qui font le sel des récits que l'on ramène de ses vacances. Une vue sur la maison de Paris Hilton, un déjeuner avec ou à côté de stars, une bénédiction papale depuis le balcon d'un bâtiment qui ressemble à Castel Gandolfo, une rencontre avec la Joconde, on ne le voit pas très bien, mais ici il y a le portrait de la Joconde, à la fenêtre d'un faux chalet, etc. Le Sdouf Hotel est bien sûr une machine à fabriquer des souvenirs. Mais le Sdouf Hotel est un lieu sûr, un espace du dedans qui ignore son dehors. Il est la prison de la douce indifférence aux événements du monde. Il est le refuge de nos peurs fabriquées par les autres. Tout palais finit un jour par être pris d'assaut, car celui qui l'observe, sans avoir le droit d'y pénétrer, désire ce qu'il croit s'y passer. Les habitants du dehors finissent un jour ou l'autre par se glisser dans le Sdouf Hotel et en devenir les maîtres. Le dedans devient alors le lieu des combats et le dehors un refuge, un asile de paix retrouvé. Il n'est pas exclu que cette inversion du monde ne soit organisée par la locus solus elle-même. Elle diversifie ainsi son marché et peut poursuivre son art rentable de déplacer les peurs pour créer des lieux sécurisés. Cela l'enrichit au point d'offrir à ses actionnaires des murs si épais qu'ils en deviennent eux-mêmes des intérieurs possiblement habitables, si inexpugnables qu'ils en deviennent des Sdouf Hotels de Sdouf Hotels, chevaux de Troie d'autres enfermements. Par ce jeu frénétique des dehors qui deviennent alternativement des dedans et vice-versa, la locus solus ne fait que profiter à l'extrême d'une histoire très ancienne où chacun d'entre nous est inévitablement et simultanément le terroriste et le prisonnier de quelqu'un d'autre. En fait, le Sdouf Hotel est la description d'une réalité très banale. Et une dernière image qui n'a pas grand-chose à faire ou tout à faire avec le Sdouf Hotel, mais cette image construite à partir d'un tableau de Masaccio, ici, c'est un extrait. C'est un thème qui revient assez souvent dans les tableaux de la Renaissance, c'est Saint Jérôme, dont on voit apparaître sous son manteau une maison, en fait, qui est une église. On voit le clocher ici. Et on pourrait interpréter cette image de différentes façons. Est-ce que c'est une offrande? Je t'offre mon église. Est-ce que c'est une arme? Je t'impose une église. Est-ce que c'est de l'exhibitionnisme? Voilà ce que je suis. À partir de cette image, on peut construire d'autres images. On peut imaginer que le Saint Jérôme de Service offre la Philharmonie de Scharoun. La Philharmonie de Scharoun, qui fait partie avec la librairie et la Staatsgalerie à Berlin, ces trois bâtiments construits avant même le mur, mais qui étaient une espèce de désir avant l'heure de réunification. Comme si on construisait trois bâtiments de culture et que la culture était l'élément de liaison et que lorsque le mur, ou lorsque la réunification serait devenue possible, les trois premiers bâtiments que l'on rencontre, ce sont trois bâtiments de culture, une de la musique, une de l'art et une de la littérature. Et il y a dans ce symbolisme une énorme générosité, effectivement, c'est une offrande. D'ailleurs, c'est assez intéressant de voir que le hall, la salle des pas perdus de la Philharmonie de Scharoun est en elle-même déjà un lieu, un entre-deux, presque en attente effectivement que se croisent des populations qui viennent de partout. Et il y a une empathie totale finalement entre le langage architectural utilisé et la manière
et son symbolisme placé là où il est placé. On peut imaginer que dessous ce manteau apparaisse autre chose, apparaisse le lingotto, le Matetrucco, bâtiment extraordinaire au niveau architectural, mais qui est une espèce de champ au fordisme le plus total de la chaîne, toc toc toc, on fait les choses l'une après les autres et autres. On peut imaginer que de là sort la maison des morts d'Aldo Rossi, qui est la maison finalement qui à un moment donné nous réunit tous, ou on peut imaginer que de cette image sorte l'arme, parce que l'architecture finalement est toujours une arme. Voilà. Merci de votre attention. Si vous avez des questions. Voilà, merci beaucoup. Oui, le micro pour les questions fonctionne. Quelqu'un a une question? C'est difficile de venir dans la réalité des questions après ces magnifiques fictions. Mais ce que je vous propose, c'est de continuer à en discuter autour d'un verre à l'apéritif qui vous est offert devant l'espace Archizoom. Je vous souhaite une très bonne suite de soirée et merci beaucoup pour cette magnifique conférence. Merci à Archizoom donc, de m'avoir invité. J'espère que des questions effectivement surgiront autour d'un verre. Et la conférence a été filmée, vous pourrez la revoir sur Internet. Je pense que ça vaudrait une deuxième lecture. Elle sera sur le site d'Archizoom. Et vous pouvez aussi en parler. Je pense qu'il y a eu beaucoup d'absents parce qu'il y a tellement d'événements autour de l'architecture ces jours que vous pouvez la faire passer en envoyant le lien pour les personnes qui l'auraient manqué ce soir. Voilà. Bien, bonne suite. Ah, Elena. J'avais juste envie de dire qu'il est assez rare, il était impensable d'associer les rires à cette salle. C'est la raison pour laquelle peut-être le public était un peu inhibé, on riait de manière un peu étouffée. Oui. Personnellement, je l'ai senti comme ça. Ouais. C'est vrai que c'est pas la salle la plus drôle, mais la conférence était une des plus drôles qu'on a eues dans cette salle, en tous les cas. C'est de l'humour, de la conférence, effectivement. Ne se veut pas une conférence, effectivement, triste, mais elle utilise, elle est assez, vous l'aurez compris, assez cynique sur un certain nombre de choses, mais peut-être qu'effectivement, elle nous met devant un certain nombre de questions qui sont les questions de notre travail. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas les aborder avec un certain humour. Voilà. Merci Elena, bonne soirée. Merci.